sorte de coquille autour de la Terre, et plus il y a d'éruptions violentes, plus cette coquille est épaisse, plus ses effets se font sentir. Mais rien ne prouve que cette coquille de poussière volcanique refroidit la Terre. En fait, il y a deux phénomènes contradictoires. Regardez ce dessin. La chaleur du Soleil qui arrive sur la Terre serait donc un peu réfléchie par cette coquille qui se trouve tout autour de l'atmosphère de la Terre. Mais la chaleur de la Terre, elle, est aussi réfléchie par la coquille vers l'intérieur. D'un côté, la Terre se refroidit, de l'autre côté, elle se réchauffe. Aucun savant sérieux ne peut dire aujourd'hui lequel des deux phénomènes est le plus fort. Mais ce qui est sûr, c'est que les vents de la haute atmosphère, juste sous la coquille, sont plus forts, plus violents. Les vents qui viennent du nord sont plus froids, plus forts, ils couvrent plus de surface, vont plus loin. Donc tout l'hémisphère nord est froid. Et si cette théorie est exacte, eh bien, en surveillant cette couche, cette coquille de poussière volcanique, on pourra peut-être prévoir globalement la température de l'été prochain. Très franchement, vous êtes toujours enthousiaste, Georges Leclerc, mais c'est sérieux comme explication? C'est une des explications fournies par les savants américains. Elle a le mérite d'avoir été vérifiée sur pas mal d'observations pendant 200 ans. Ça, c'est rare. Bon, pour demain, les prévisions ne sont guère réjouissantes. Nuages abondants, accompagnés, vous le voyez, de pluie et parfois de neige le matin, du Pas-de-Calais aux Pyrénées, c'est-à-dire toute la partie ouest du territoire. Une zone qui se déplacera ensuite, vous le voyez, vers l'est dans l'après-midi et traversera donc tout le pays. Une bonne nouvelle quand même, les températures seront en hausse. Les affaires sociales maintenant. Christian Belac, le ministre du Travail, s'apprête à annoncer sans doute demain les chiffres du chômage pour le mois de janvier. On dit que ces chiffres sont bons, que pour la première fois depuis bien longtemps, ils redescendraient juste en dessous du million de demandeurs d'emploi. Mais déjà la CGT et la CFDT dénoncent ces chiffres et accusent le gouvernement de manipulation. Vous savez que lorsqu'un chômeur allait s'inscrire à la NPE pour la première fois, il était reçu immédiatement par un prospecteur placier et donc son entrée en statistique du chômage se faisait à ce moment-là. La ligne emploi est un principe très simple qui vise à renvoyer le chômeur à un rendez-vous à 15 jours avec le prospecteur placier, ce qui décale d'autant son entrée dans les chiffres du chômage. Alors même si ce chômeur, on le retrouvera à un moment ou à un autre, à la fin du mois où l'opération a été conduite, il va y avoir un certain nombre de gens qui ne seront pas comptabilisés, qui ne seront comptabilisés que le mois suivant. Donc le mois qui aura été choisi permettra de faire descendre le chiffre du chômage d'autant d'une façon assez artificielle. Qu'est-ce que cela fait comme différence? Eh bien, pour le mois de janvier, sur les statistiques qui seront donc données sans doute prochainement par le ministre, cet effet est relativement léger. Il compte sur 10 000 demandeurs d'emploi. Mais il risque d'être beaucoup plus fort au mois de février et nos estimations nous laissent attendre de 40 à 50 000 pour le mois de février. Seconde critique que vous avez formulée ce matin, on a avancé les dates de radiation. C'est un principe un peu de même nature, mais là ce n'est pas à l'introduction au chômage mais à la sortie. Jusque-là, un chômeur était radié à l'absence à son deuxième pointage à la NPE et les nouvelles mesures font qu'ils sont radiés 48 heures après la première absence au pointage, ce qui fait un gain d'à peu près 15 jours. Et de même que pour la ligne emploi, il va y avoir radié un certain nombre de chômeurs avant, disons, la date où ils étaient radiés antérieurement. Cette mesure, pour le mois de janvier, a une incidence beaucoup plus importante sur les chiffres, puisqu'elle est de l'ordre de 40 000. Donc, avec ces deux mesures, c'est en tout près de 50 000 demandeurs d'emploi qui vont être ainsi éliminés d'une façon purement administrative des chiffres de l'emploi. Demain, Christian Belac nous donnera sa réponse et nous annoncera donc sans doute les chiffres officiels du chômage. C'est aujourd'hui qu'a commencé la grève de la sécurité sociale, une grève assez largement suivie qui doit se poursuivre encore demain et après-demain et qui entraînera sans doute des perturbations dans le remboursement des allocations familiales et des frais médicaux. Et puis, à défaut d'imprimer de la sécurité sociale, je ne saurais trop vous recommander de ne pas oublier de payer votre premier tiers provisionnel de l'année. Faites cela très vite car il ne vous reste qu'un peu moins de 4 heures, 3h55 très précisément. Tir croisé, c'est le constat fait par la lettre de l'unité, l'organe du PS, sur la polémique autour du chiffrage du programme socialiste. Tir croisé parce que le gouvernement et la majorité ne ménagent pas leurs attaques, mais aussi parce que le PC n'a pas manqué d'apporter quelques réserves, les chiffres socialistes ne correspondant pas au compte communiste. Parti socialiste et Parti communiste se réfèrent toujours au même programme de gouvernement signé en 1972. Mais le PS envisage les conséquences financières immédiates du programme commun, les dépenses entraînées par les nationalisations ne sont pas prises en compte, tandis que le PC évalue l'ensemble des dépenses entraînées par le programme commun. Aussi, n'ont-ils pas élaboré le même type de document? Le PS
propose un aménagement du budget actuel pour les 8 derniers mois de 1978, tandis que le PC avance, pour sa part, un plan de 5 ans. La comparaison des deux documents laisse aussi apparaître une profonde divergence dans la politique économique. Si communistes et socialistes sont d'accord sur un SMIC porté à 2400 francs, il convient, pour le PS, que l'État en paye une partie, sous forme de dégrèvement de charges sociales au profit des entreprises, tandis que pour le PC, les entreprises doivent payer. Autre désaccord sur la façon de relancer l'économie, le PS fait confiance au moteur de la dépense publique et accepte un découvert budgétaire de 40 milliards de francs, tandis que le PC mise sur une augmentation immédiate de 50% des allocations familiales et surtout sur le développement d'un vaste secteur public. Et devant ce constat de désaccord sur les chiffres, les communistes qui tenaient aujourd'hui un comité central à Montreuil-sous-Bois, près de Paris, ont renouvelé leur critique contre l'initiative socialiste. Charles Fitterman. On peut trouver dans ces chiffres la confirmation du fait que quand on ne se donne pas les moyens d'améliorer vraiment la vie des gens, de s'attaquer aux causes de la crise, alors on ne peut manquer de se heurter à des difficultés sérieuses. Et le fait est que le Parti socialiste ne prévoit pas ces moyens, c'est-à-dire essentiellement des mesures économiques, fiscales, financières, qui mettent en cause la domination, les privilèges, les profits du capital et de ce que nous appelons les riches. Dans la mesure où ces moyens ne sont pas définis et mis en œuvre, alors effectivement, les travailleurs et leurs familles peuvent et se trouveraient frustrés des améliorations sérieuses, réelles, durables, qu'ils attendent à juste titre. Voilà en tout cas un premier sujet de réponse pour François Mitterrand, qui est ce soir l'invité de notre magazine Carte sur table, en direct de la maison de la radio. Il répondra aux questions d'Alain Duhamel et Jean-Pierre Elkabbach tout de suite après ce journal, c'est-à-dire à 20h30. Et il aura peut-être à cœur de répondre aussi à une nouvelle attaque de Raymond Barre tout à l'heure à Vannes à propos de politique étrangère. Si nous changeons quoi que ce soit dans cette ligne qui a été celle de la France depuis 20 ans, c'est notre capacité de dialogue et notre capacité d'influence qui vont progressivement s'évanouir. Est-ce que vous voulez que la France joue son rôle en Europe et dans le monde, ou est-ce que vous voulez que nous soyons une nation qui compte de moins en moins jusqu'au moment où nous ne compterons plus du tout? Conseil des ministres, comme tous les mercredis, les ministres ont d'abord adopté un projet de loi d'aide à l'enseignement agricole privé, un projet de loi qui, dans un premier temps, s'était enlisé dans un maquis de procédure. Le texte d'aujourd'hui devrait permettre à cet enseignement-là de mieux pouvoir s'adapter aux nouvelles conditions économiques. Et puis, le président de la République est intervenu pour faire une très courte déclaration sur le franc, déclaration rapportée à la sortie par le porte-parole de l'Élysée, Jean-Philippe Lequin. Et le président de la République a tenu à féliciter le Premier ministre de la rapidité et de l'efficacité des mesures qu'il a prises pour assurer la défense du franc. Et il a déclaré ceci: le franc n'est pas malade de l'économie, je demande qu'on ne le rende pas malade de la politique. Le franc qui a eu aujourd'hui à Paris un nouvel accès de faiblesse. Le dollar est maintenant à 4,84 francs par rapport à lui. Et cette faiblesse persistante est pour partie à l'origine d'une nouvelle hausse des montants compensatoires qui intéressent les agriculteurs. Concrètement, cela rend plus difficile les ventes de produits agricoles français dans les pays de la communauté et moins difficile l'importation de produits agricoles en provenance de ces mêmes pays, de la CE. Enfin, troisième sujet du Conseil, le point sur la réforme Haby. Une réforme qui a maintenant tout juste 6 mois, ou presque 6 mois, Monsieur le Ministre. Tout le monde continue, notamment chez les syndicats, à lui tirer dessus, à boulet rouge. Alors comment est-ce qu'on peut faire appliquer une réforme seule contre tous? Eh bien, vous savez, le tir en question est surtout un tir littéraire. Cela veut dire que
il y a beaucoup de choses qui se disent, qui s'écrivent, et il y en a très peu qui se font. Je constate, vous pouvez constater, les parents constatent que nos collèges, nos lycées fonctionnent. Et en ce qui concerne alors la mise en œuvre de la réforme en 6e, cette 6e, finalement, donne davantage de satisfaction aux parents que les 6e précédentes. Encore une fois, la situation est beaucoup moins détériorée dans les faits qu'on ne le dit dans les écrits. Mais vous avez les enseignants contre vous. Ben, mon Dieu, les enseignants, d'après les sondages, ont des positions qui leur sont particulières. Le fait de les avoir contre moi n'est pas, je crois, une caractéristique particulière. Je pourrais citer une bonne douzaine de ministres qui ont été ministres de l'Éducation et qui ont eu aussi des problèmes. Je ne crois pas qu'il faille généraliser, et je crois en particulier que les syndicats, tout au moins l'appareil des syndicats, c'est une chose, l'enseignant de base, le professeur dans sa classe, l'instituteur dans sa classe, c'est autre chose. Je constate que ceux-là font leur travail et le font bien. Un tir littéraire, dites-vous, pas forcément. Prenons les conseils d'école, par exemple. Ils ne fonctionnent pas pratiquement partout, et dans beaucoup d'endroits, ils ne fonctionnent pas parce que le syndicat national des instituteurs a boycotté ces conseils d'école. Eh bien, détrompez-vous, les informations que j'ai montrent que les conseils d'école se réunissent. Je peux même vous dire que pratiquement, ils se seront réunis partout Oui, une première normalement. fois. Et si, tout à fait normalement. C'est-à-dire que le directeur d'école et ses adjoints rencontrent les représentants des parents. Croyez-moi, ça se fait beaucoup plus que vous ne le pensez. Pendant les heures de cours ou en dehors des heures de cours? Eh bien, jusqu'ici, ça s'est passé en dehors des heures de cours. Je crois que les instituteurs eux-mêmes se rendent compte du caractère excessif de la demande du syndicat des instituteurs qui prétend que une fois par trimestre, il faut ne pas accepter les élèves pendant une demi-journée et traiter les questions du comité des parents. Je propose, moi, simplement une solution souple dans lesquelles, de toute façon, l'accueil des élèves peut être assumé. Il y a des familles qui n'ont pas la possibilité de garder leurs enfants une fois par trimestre chez eux. Oui, mais enfin, on ne peut pas dire que ce soit satisfaisant. C'est pas tout à fait ce que vous aviez voulu, puisque c'était un des points importants de la réforme, ces conseils. Mais encore une fois, ces conseils se réunissent, Oui, mais contrairement à ce que dit le syndicat des instituteurs. Deuxièmement, l'enseignement de soutien dans les classes de 6e. Oui. Alors, on a supprimé les filières, d'accord. Il doit y avoir un enseignement de soutien dans les 3 matières principales. Il n'a pas toujours lieu parce que c'est différent. Il y a des fois des manques de locaux, les problèmes d'horaire, des choses comme ça. Ça non plus, c'est pas normal, parce que vous allez recréer les filières. Mais pas du tout. Il faut quand même avoir une vision très précise des choses, n'est-ce pas? Il y a là aussi des consignes de boycott du soutien pour des raisons qui ne sont pas du tout celles que vous indiquez. C'est pas pour des questions de locaux Ça peut arriver, ou ça arrive dans d'horaire. certains établissements. Non, il y a parfois des difficultés à libérer les élèves qui n'ont pas besoin de soutien. Mais les élèves qui ont besoin de soutien ont la possibilité de recevoir leur heure de soutien dans tous les cas. Et cette heure de soutien se donne de plus en plus, je peux vous le dire, dans les collèges, dans les classes de 6e. Les dernières statistiques que j'ai, qui datent du mois de décembre, montrent que dans 2 établissements sur 3, ou dans 2 classes sur 3, si vous voulez, le soutien est effectivement appliqué comme il l'est demandé. Il en reste 1 sur 3. Il en reste 1 sur 3, c'est certain. C'est pas normal. Mais c'est une nouveauté considérable, le soutien. Jamais en France, personne ne l'a utilisé. Et il ne faut pas vous étonner qu'une machine aussi lourde mette un certain temps à s'adapter. Je vous remercie, M. le ministre. Nous l'avons dit hier, Alain Peyrefitte a confirmé les sanctions proposées par la commission de discipline du parquet contre Monique Guéman, vice-présidente du syndicat de la magistrature, c'est-à-dire, je vous rappelle, mutation d'office avec abaissement d'échelon. Ce syndicat avait appelé en réaction à une courte cessation de travail aujourd'hui, et Monique Guéman a tout à l'heure répondu au garde des Sceaux. Manifestement, le ministre a voulu porter un coup au syndicat de la magistrature et il veut donner une sorte de valeur d'exemplarité à cette sanction. Cette mesure est grave aussi car elle s'inscrit dans tout un climat de durcissement du pouvoir, tant à l'égard des magistrats qu'à l'égard au sein de la fonction publique et à l'égard des citoyens également, puisque nous assistons actuellement à une sorte de dégradation des libertés avec des pratiques ou des mesures qui ne paraissent pas très légales, telles que la fouille systématique des véhicules, telles que la possibilité d'une mise en détention d'étrangers expulsés par simple voie de circulaire alors qu'il faudrait une loi. Toutes ces mesures créent un climat d'insécurité chez les Français et en tout cas renforcent les possibilités d'intervention du pouvoir et limitent très nettement les libertés des citoyens.
La politique étrangère, avec d'abord à Rome, endeuillé par l'assassinat hier d'un magistrat, la réunion des 3 principaux syndicats qui, dans la nuit, ont approuvé un programme économique d'austérité, c'est-à-dire un certain nombre de sacrifices pour les travailleurs italiens. Ce qui, bien entendu, étonne toujours un petit peu les observateurs français habitués à d'autres langages. C'est assez étonnant. Voici réunis 1500 délégués syndicaux qui représentent 8 millions de travailleurs. Mais il ne s'agit absolument pas de déclarer la guerre au patronat. Les revendications ont été mises au vestiaire. Les sacrifices, pourquoi pas? C'est un tournant dans le mouvement syndical italien. Moins de revendications, si cela peut permettre de redresser la situation économique. On accuse souvent les syndicats italiens de faire trop de concessions au patronat. C'est une chose qui peut-être pourrait se justifier s'il y avait un gouvernement de gauche en Italie. Seulement ce n'est pas le cas. Alors comment justifiez-vous ces concessions? Mais probablement la ligne proposée par le syndicat italien est un peu curieuse pour les travailleurs des autres pays. Mais je dois préciser qu'il n'y a aucune concession de la part du syndicat. Nous proposons une ligne qui a 3 points très strictement liés entre eux. C'est-à-dire nous proposons une politique d'austérité, une politique économique de planification et nous revendiquons le contrôle syndical sur l'entreprise et le système économique. C'est tout un programme économique prudent et modéré que proposent les syndicats. Seulement voilà, Luciano Lama, le secrétaire général de la CGT italienne, vient de dire qu'il était normal que les entreprises en difficulté licencient leurs employés. Alors évidemment, la base syndicale a du mal à suivre. Il y a des préoccupations. Les préoccupations, c'est de voir vraiment réaliser cette ligne. Mais ça ne dépend pas seulement du syndicat, ça dépend surtout du nouveau gouvernement que nous devrons avoir et du nouveau programme que ce gouvernement devra exprimer. Que fera le prochain gouvernement, c'est-à-dire les partis politiques? Les syndicats veulent bien la paix sociale, ou du moins l'armistice social, mais si les partis politiques ne suivent pas, il y aura de nouveau des problèmes avec la base syndicale. Tout se passe comme si les syndicats disaient au patronat et aux partis politiques « ne nous obligez pas à mobiliser nos troupes », quand on pense qu'il n'y a pas l'équivalent de l'expression consensus social en italien. Dieter Huber, l'homme politique bavarois enlevé hier, a été retrouvé aujourd'hui sain et sauf. Il a tout de même passé 44 heures dans différents coffres de voitures. Les rapports franco-algériens. Aujourd'hui encore, en Conseil des ministres, Valéry Giscard d'Estaing a défini un nouveau cadre pour les relations entre Paris et Alger, dans le droit fil de ce qu'il proposait la semaine dernière à la télévision. C'est-à-dire une tentative de restauration des rapports. Et il est vrai que ceux-ci se sont bien dégradés. Ne prenons que le seul exemple de l'économie. Sachez que maintenant, la France n'est plus que le 3e partenaire de l'Algérie, derrière les Américains et les Allemands. Diplomatie et économie, pour Paris et Alger, l'un ne va pas sans l'autre. C'est le drame de nos relations, des relations qui ne peuvent être que passionnelles. Dans les rues d'Alger réchauffées par le soleil d'un hiver clément, la présence de l'économie française est bien visible dans le flot d'une circulation intense. Mais dans ces rues où certains Français ont laissé bien des souvenirs, d'autres entreprises européennes et même américaines ont fait une percée impressionnante. Pour eux, l'Algérie n'est qu'un partenaire comme les autres et il n'y a ni complexe ni susceptibilité. Les Américains ne sont pas gênés par les options socialistes de l'Algérie, ils importent une grande partie de leur production de gaz. Les Allemands de l'Ouest arrivent avec leur grosse Mercedes, la chimie est l'un de leurs atouts. Nous avons commencé avec un petit bureau avec 2 personnes et petit à petit on a grandi avec notre bureau jusqu'aux 9 départements pour le moment. Est-ce que vous avez eu des difficultés au début? Oui, parce que c'était un marché français avant et on a un peu de difficultés avec le client parce que c'était obligatoire que l'Algérien achetait chez les Français. À votre avis, pourquoi les Français ne réussissent pas actuellement en Algérie? Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a des raisons politiques? Ça, je ne sais pas. Parce que si j'ai parlé avec les gens qui achètent le produit chez nous, on parle seulement du prix, des livraisons, des après-ventes, jamais des politiques.
Même si les nouveaux partenaires économiques de l'Algérie ne veulent pas l'avouer, il est évident que la conjoncture actuelle leur profite. Cela est très net dans le Constantinois. Cette région de Constantine est devenue l'une des zones industrielles les plus importantes de l'Algérie. Création d'usines de machines-outils, de forges et de fabrication de tracteurs. Dans cet énorme ensemble industriel, pas une seule entreprise française. Peut-on dire alors que les Algériens sont devenus anti-français? Pour installer ce complexe, les ingénieurs qui ont fait leurs études à Paris ont dû se mettre à la langue allemande. On a eu des difficultés de par la langue, et puis de par cette langue, il y a eu également des difficultés de contact. Si c'était une entreprise française qui était implantée ici, ça aurait été plus facile pour vous. Ça c'est certain, de par la vocation même de l'Algérie, qui est un pays quand même où la langue française est quand même très utilisée. C'est certain que le marché algérien profiterait énormément aux industriels français. Ici, les industriels français se présentent comme n'importe quel commerçant, enfin, qui voudrait vendre son petit produit. C'est-à-dire, c'est disons une vente ponctuelle qui n'a pas d'effet, disons, ni à moyen ni à long terme. Ce qui est, disons, si je le compare par rapport aux industriels allemands, c'est de loin. Ces industriels se présentent, disons, comme étant des partenaires et non pas comme étant des vendeurs. Donc ce sont des gens qui mettent à notre disposition, dans un premier temps, leurs produits et dans un deuxième temps, leur technologie. On dit aussi qu'il y a peut-être des raisons politiques. Il y a certainement des raisons politiques, mais vous savez, la politique, c'est quand même un domaine assez vaste. Autre raison de notre échec en Algérie, certains industriels français ne croient pas à l'avenir de ce pays, qui pourtant est le plus industrialisé de l'Afrique du Nord et le plus riche en matières premières. En réalité, nos relations avec l'Algérie ne peuvent être qu'exceptionnelles et le facteur psychologique primordial. Les plaies de la guerre d'Algérie et de tous les drames qui ont suivi ne sont pas encore cicatrisées, mais pour combien de temps encore ? Nous annoncions hier la décision de Jimmy Carter de vendre des avions de chasse à l'Égypte et à l'Arabie Saoudite. Réaction amère de Menahem Begin aujourd'hui à la Knesset. Il demande au président américain de revenir sur sa décision qui, a-t-il dit, va augmenter le risque de danger de confrontation au Proche-Orient. Deux informations maintenant dans le monde de l'environnement. La nomination de Jean-François Saglio qui sera désormais délégué à la qualité de la vie. Et puis la mort de René Richard, l'un des pionniers de la lutte pour l'environnement en France. Il allait avoir 74 ans. C'était un défenseur acharné des sites de la Côte d'Azur en particulier. Et le vice-président de l'association Espace pour Demain, c'était aussi l'un des fondateurs respectés de Force ouvrière. Voici maintenant le genre d'information qui nous prend la gorge parce qu'elle est vraiment atroce. C'est l'incendie d'une vieille maison en bois à Lens. Madame Moinet, ses 6 enfants et 2 locataires dormaient quand le feu les a surpris. Un feu provoqué, semble-t-il, par une explosion d'un appareil de chauffage à mazout. Les 9 occupants de la maison sont morts et donc la maman et ses 6 enfants, âgés de 5 à 16 ans, il reste une petite fille de 10 ans qui ne dormait pas ce soir-là chez sa mère. Une suite à ce que nous vous disions lundi, le procès du talcum orange aura finalement lieu en octobre prochain à Pontoise. Cela fait 6 ans que les familles attendent. Et puis à partir de demain, une campagne en faveur des dons d'organes en France. Vous pouvez trouver dans toutes les pharmacies, donc à partir de demain, des cartes. Et il faut que vous nous expliquiez, Martina Arogno, à quoi ça va servir ces cartes. Alors je donne une précision, organes et même tissus vivants, car vous pouvez commencer à donner des tissus quand vous n'êtes pas encore mort, et puis après votre mort. Alors vous pouvez donner des composés sanguins, beaucoup de personnes donnent leur sang, vous le savez, parfois de la moelle osseuse, parfois de la peau, ça on peut le faire de son vivant. Et puis après la mort, on peut donner un cœur, 2 reins, des yeux. Alors, et puis on peut aussi donner un corps entier. Oui. Il y a une loi qui a essayé d'instituer cela il y a un an. Comment c'est bien appliqué, bien suivi? Oui, alors il y a une loi il y a un an qui a fait un énorme effort, puisque maintenant, au lieu de donner l'autorisation de prélever un corps, la loi a renversé le problème, c'est-à-dire qu'il faudra donner une interdiction pour qu'on ne puisse pas prélever un organe. Alors ça, c'est la théorie. On attend un décret d'application qui, depuis un an, est très difficile à rédiger et qui ne sort pas. Et en attendant, peu de personnes sont informées, ce qui fait que pour l'instant, on n'a pas assez de donneurs d'organes. Des personnes qui sont en dialyse rénale, qui ont les reins
qui ne sont plus en état de marche, attendent désespérément une greffe de rein sans en avoir, parce que sous le coup de l'émotion, les familles refusent généralement que l'on donne le corps de l'un des proches quand il est mort. Alors cette campagne d'explication, cette affiche, ces cartes vont permettre à toute personne de savoir exactement dans quelles conditions ça se passe, des conditions humanitaires, de façon à ce que tout aille bien. Je vous remercie Martine. Voilà, c'est ainsi que se termine ce journal. Je vous le rappelle une fois de plus que la météo est mauvaise pour demain, le matin dans l'Est et l'après-midi dans l'Ouest. N'oubliez pas vos 2 rendez-vous d'actualité dans la soirée, 20h30 François Mitterrand, c'est-à-dire dans 4 minutes maintenant, et 22h30, tout ou à peu près, le dernier journal de Patrick Lecoq. Je vous souhaite à tous une excellente soirée et j'espère vous retrouver demain. Bonsoir.